Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui nous touche tous, de près ou de loin, notre relation à l'argent. Une relation souvent bien plus complexe et plus secrète qu'on ne l'imagine. Et ça amène une question assez fondamentale, non? Pourquoi est-ce que l'argent peut déclencher des émotions aussi fortes? C'est vraiment la question clé qu'on va essayer de démêler ensemble. Parce que, soyons honnêtes, pour la plupart des gens, l'argent c'est bien plus que des chiffres sur un compte en banque. C'est directement branché sur des émotions très très puissantes. L'anxiété, la honte, la peur de manquer ou même le besoin de statut. Ok, alors pour commencer, on va se demander pourquoi nos comportements financiers ont l'air parfois de nous échapper complètement, comme si on n'était pas vraiment aux commandes. Et voilà le cœur du problème. Nos décisions financières, elles sont rarement 100% logiques. Le plus souvent, elles sont guidées par des sortes de scénarios inconscients, des croyances qu'on a absorbées, surtout pendant l'enfance, et qui tournent en boucle dans notre tête sans qu'on s'en rende compte. Alors, justement, ces fameux scénarios inconscients, ces scripts, on va plonger dedans. C'est un peu comme si on allait faire un diagnostic pour comprendre ce qui nous pilote. On peut les regrouper en 4 grandes catégories. Mais avant ça, qu'est-ce que c'est exactement un script financier? Eh bien, imaginez une sorte de programme informatique invisible installé dans notre esprit. C'est un ensemble de croyances sur l'argent, souvent transmises de génération en génération, qui dictent presque automatiquement notre comportement financier. Regardons d'un peu plus près ces 4 profils. D'abord, il y a l'évitement. Pour ces personnes, l'argent, c'est mauvais, c'est stressant, alors la meilleure solution, c'est de faire l'autruche. On n'ouvre pas ses factures, on ne regarde pas son compte. Ensuite, on a l'adoration, là c'est l'inverse, on croit que plus d'argent, c'est la solution à tout. Ça peut mener au surmenage ou à tout flamber dès que ça rentre. Troisième profil, le statut. Ici, la valeur qu'on s'accorde est directement liée à ce qu'on possède. On achète des choses pour montrer sa réussite, quitte à vivre au-dessus de ses moyens. Et enfin, la vigilance. C'est la croyance qu'il faut absolument économiser pour être en sécurité. Ça peut tourner à l'obsession avec une anxiété permanente à l'idée de dépenser le moindre centime. Je suis sûr qu'en entendant ça, il y a peut-être un profil qui résonne un peu plus que les autres. Bon, maintenant qu'on a vu ces scripts, la grande question c'est d'où est-ce qu'ils sortent? Eh bien pour trouver la réponse, il faut souvent faire un petit voyage dans le temps et regarder du côté de l'histoire familiale. Il y a cette citation du psychiatre Serge Tisseron qui est juste parfaite pour ça. « Ce qui n'est pas dit dans une génération est agi par la suivante ». C'est très fort. Ça veut dire que les secrets, les traumatismes financiers, les croyances, s'ils ne sont pas mis en mots, eh bien, ils ne disparaissent pas. Ils se transforment et ressurgissent sous une autre forme à la génération d'après. Et pour que ce soit bien concret, regardons cet exemple. Imaginez, dans les années 20, un arrière-grand-père croule sous les dettes et doit fuir. L'histoire est un secret de famille. Ses enfants, dans les années 50, deviennent hyper prudents avec l'argent sans jamais expliquer pourquoi. Leurs propres enfants, dans les années 80, traitent la dette comme un sujet absolument tabou. Et aujourd'hui, un de leurs descendants ressent une angoisse terrible et inexplicable à l'idée de faire un simple prêt. Voilà, c'est ça une loyauté invisible. Une dette cachée il y a 100 ans qui se manifeste par une peur irrationnelle aujourd'hui. Et bien sûr, ces histoires héritées, ces loyautés, elles ont des conséquences bien réelles dans nos vies. Elles peuvent nous pousser, sans qu'on s'en rende compte, à nous auto-saboter. C'est ce qui crée ce fameux plafond de verre financier. Mais attention, ce plafond de verre, il n'est pas forcément imposé par la société. Très souvent, c'est un plafond qu'on se met à soi-même. Pourquoi? Par une peur inconsciente de trahir le clan, de rompre avec les schémas familiaux, de réussir là où peut-être d'autres ont échoué. Quelques chiffres pour illustrer ça. Moins 28%, c'est l'écart de salaire qu'on observe en moyenne entre les femmes entrepreneurs et les hommes, à travail et compétences égales. C'est énorme. Et celui-ci est encore plus parlant, 3%. C'est le tout petit pourcentage d'entreprises fondées par des femmes qui passent le cap du million d'euros de chiffre d'affaires. Et la raison, ce n'est pas le manque de compétences ou d'idées, non. C'est très souvent le résultat de ces barrières internes, de ce plafond de verre auto-imposé. Et cet auto-sabotage, il fonctionne souvent comme un cycle, une boucle en 4 temps. D'abord, il y a le désir. Une super opportunité se présente. Par exemple, augmenter ses prix. Mais tout de suite après, bam, la culpabilité débarque. Cette petite voix qui dit « Mais pour qui tu te prends à gagner autant ?» Du coup, arrive la 3e étape. Le sabotage. On va procrastiner, on va oublier de relancer un client, on va se sous-vendre. Et à la fin, bizarrement, on ressent un soulagement. On est en sécurité, on n'a pas transgressé la règle du clan. Et bien sûr, la boucle peut recommencer. Alors, la question à 1 million, comment on sort de là? Comment on brise ce cycle? La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions. Il y a un chemin pour se réconcilier avec tout ça et reprendre les rênes. Et l'idée la plus importante, c'est peut-être celle-ci. Changer son rapport à l'argent, ce n'est pas trahir sa famille. Au contraire, c'est honorer leur parcours en décidant d'écrire un nouveau chapitre. C'est peut-être même le plus bel hommage qu'on puisse leur faire. Prendre leurs difficultés et les transformer en une force pour la suite. Et pour ça, on peut suivre une sorte d'équation, une formule en 3 temps.
D'abord, il faut nommer, mettre des mots sur les croyances, les scripts hérités, les regarder en face. Ensuite, il faut différencier, faire la part des choses. Ok, ça, c'était la réalité de ma famille, dans leur contexte. Mais ma réalité, aujourd'hui, elle est différente. Et la troisième étape, la plus libératrice, s'autoriser. Se donner consciemment la permission d'écrire une autre histoire, sa propre histoire. Finalement, tout se résume à cette question. L'histoire familiale a écrit le premier chapitre, c'est un fait. Mais le reste du livre, les pages sont blanches. Et c'est à chacun de décider de la suite de l'histoire.